Route 66, en Oklahoma, le 30 décembre 1950. William Cook, 22 ans, fait du stop au bord de la route. Il est en panne d'essence. Un père de famille hésite à le prendre à bord de sa Chevrolet. Le jeune homme est un peu bizarre, mais à la veille du Nouvel An, Karl Moser se sent d'humeur généreuse. Il fait signe à l'homme de monter. Dans la voiture, il y a sa femme Thelma et leurs 3 enfants, Ronald, 7 ans, Gary, 5 ans et Pamela, 3 ans, ainsi que le chien de la famille. William Cook est au début de son périple meurtrier. Quel sort réservera à la parfaite petite famille Moser, celui que l'on surnommera bientôt l'autostoppeur de la mort? Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux 4 coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. L'affaire de l'autostoppeur de la mort commence ce 30 décembre 1950, veille de réveillon. Dès l'arrêt de la Chevrolet de Karl Moser, Cook saute dans la voiture. Il dégaine son pistolet et s'installe sur le siège à côté de l'épouse de Moser. D'un geste, il intime l'ordre à Karl de démarrer. Direction Joplin dans le Missouri. Le voyage au bout de l'enfer commence pour les Moser. Il durera 3 jours. La voiture traverse tout le sud-ouest, de Tulsa jusqu'à Wichita Falls, au Texas. Les enfants ont faim et l'essence va bientôt manquer. Dans une station-service, Moser et Cook vont faire des provisions. C'est à cet instant que l'otage décide d'attaquer son ravisseur. C'est la seule solution pour avoir une chance de s'en sortir. L'employé de la boutique est âgé. Pourra-t-il aider Moser? Il faut faire vite, chaque minute compte. Moser crie, appelle à l'aide, dénonce son ravisseur. Effrayé, le vieux sort un pistolet du tiroir-caisse et lui ordonne de sortir. Moser et Cook se battent et s'effondrent contre une vitrine du magasin qui se brise. Cook a le dessus. Il ceinture Moser, l'oblige à reprendre le volant et à démarrer. Le vieillard saute dans une camionnette pour les suivre. Cook tire plusieurs balles dans sa direction. Le poursuivant s'arrête en bord de route et renonce. William Cook est fou de rage. Sans le savoir, Moser a signé l'arrêt de mort de toute sa famille en tentant de la sauver. Cook lui ordonne de le conduire jusqu'à Carlsbad, au Nouveau-Mexique. Puis c'est El Paso, Houston et Winthrop, dans l'Arkansas. Il veut retourner dans sa ville natale de Joplin, dans le Missouri. Pourquoi? Thelma, hystérique, pleure sans arrêt, et les enfants hurlent à n'en plus finir. Cook est à bout de nerfs, ses pulsions meurtrières le submergent. Il bâillonne tous les passagers, sauf le père. Un véhicule de police les dépasse lentement. C'est là que l'épopée bascule. Cook se rend compte des risques qu'il encourt. 3 jours de voyage dans ces conditions, c'est trop. Il stoppe la Chevrolet sur le bord d'une route déserte. Il fait sortir toute la famille de la voiture. De sang-froid, sans aucune pitié, il vide son arme sur les 3 enfants et leurs parents. Même le chien n'échappe pas à sa rage sanglante. Il charge ensuite les cadavres dans la voiture et traverse Joplin avec ce funeste chargement à bord. Puis il se débarrasse des corps dans un puits de mine abandonné, un endroit qu'il a fréquenté durant son enfance, un des seuls souvenirs qui lui restent de cette période si douloureuse de sa vie. Puis Cook reprend la route, toujours gorgé de violence. Il dépasse Joplin, son but initial. Où va-t-il? Et la police, que fait-elle? Pourquoi personne n'est sur ses traces? Le chauffeur qui a échappé aux griffes de Cook a dû parler, donner un signalement, des indices.
Cook poursuit sa cavale, sans ombre au tableau. Il tombe de nouveau en panne dans le comté d'Osage, en Oklahoma. Là, il abandonne la voiture d'émossaire. Par négligence ou folie, il laissera un indice de taille derrière lui, un reçu portant son nom. Il est tout près de Bliss, un petit village où il vit. Il y a même occupé un travail, le seul de sa vie, plongeur dans un restaurant. C'était à Noël, quelques jours avant son escapade. Un seul policier est alors sur ses traces. C'est le shérif du coin, Homer Waldrip. Il part interroger le colocataire de Cook, avec qui il partage une chambre dans un motel, mais tapis derrière la porte de la chambre. Cook saute sur le shérif, le désarme et le capture. Il devient son nouvel otage. Revolver contre la tempe, le shérif accompagne Cook dans une nouvelle errance en voiture de police. L'autostoppeur de la mort se rend-il vraiment compte de ce qu'il fait ? Soudain, Cook ordonne l'arrêt de la voiture. Il jette le shérif dehors, tête contre sol. Il est à 2 doigts de l'exécuter. La vie du shérif ne tient plus qu'à un fil, mais le tueur décide de l'épargner et l'abandonne finalement sur le bord de la route. Cook remonte illico dans la voiture de police. Il lui faut trouver un autre véhicule et vite. Il arrête le premier conducteur qui passe, Robert H. Dewey. Pour son malheur, la victime tente de s'enfuir. Cook tire au calibre 38 et le blesse. Finalement, il l'achève d'une balle à bout portant dans le crâne, puis jette le corps dans un fossé. Plus de pitié, c'est fini. Personne ne sera épargné. Comment expliquer la folie meurtrière de Billy Cook ? Qui est ce tout jeune homme de 22 ans, capable de tuer sans raison et sans but ? Il a gravé le mot malchance sur les doigts de sa main gauche. C'est sa destinée depuis toujours. Billy Cook naît en 1929 près de Joplin dans le Missouri. Il est élevé à la dure avec 7 frères et sœurs. Son père est mineur de fond. Il ne sait ni lire ni écrire. Après la mort de son épouse, il élève la famille dans un ancien puits de mine abandonné. Un soir, alors qu'il sort ivre, comme d'habitude d'un bar, il monte à bord d'un train de marchandises pour ne plus jamais revenir. Les autorités découvrent les enfants affamés qui survivent comme des rats dans une grotte. C'est la grande misère affective et sociale. Tous les enfants sont placés dans des familles d'accueil, sauf le petit Billy. Son apparence physique est plutôt disgracieuse, car il souffre d'une maladie congénitale qui l'oblige à garder en permanence son œil droit ouvert. Ce mauvais œil l'empêche d'être adopté. Les services sociaux sont forcés de payer une marraine qui accepte de s'occuper de lui. À l'adolescence, Cook quitte l'école. Il traîne dehors presque toutes les nuits. Il tourne mal, passe son temps à voler et à se bagarrer. Il est arrêté. Il a le choix, mais il préfère être enfermé en maison de correction plutôt que de rentrer dans sa famille d'accueil. Et puis, c'est l'escalade. À 18 ans, il vole une voiture. Il écope de 5 ans en maison de correction. Son comportement agressif lui vaut d'être transféré dans une prison pour adultes au pénitencier d'État du Missouri. Ses accès de fureur sont fréquents. Sa jeunesse ne l'empêche pas d'être craint de nombreux détenus. Un jour, vexé par une allusion à son œil disgracieux, Cook passe à tabac à coups de batte de baseball son compagnon de cellule. Il le laisse pour mort. À 22 ans, Cook est déjà ultra-violent, délinquant, impulsif et sans repère. Mais il est libéré sans autre précaution. En 1950, dès sa sortie, son obsession est de retourner à Joplin pour voir son père. Étrange rendez-vous entre un fils rempli de haine qui n'a jamais connu l'amour et un père alcoolique qui l'a abandonné. C'est à son père qu'il confie son projet, partir sur les routes, un flingue à la main. Rien ni personne ne pourra plus l'arrêter.
Mais qui a tenté de l'en dissuader? Personne. Résultat, en 1950, depuis le début de sa folle équipée, Cook en est déjà à son 6e meurtre. Mais à présent, toutes les forces de police du sud-ouest des États-Unis sont à ses trousses. Il était temps. Seulement Cook vient de franchir la frontière mexicaine dans la voiture de 2 hommes qu'il a kidnappés, James Burke et Forrest Damon. Le tueur est-il hors d'atteinte? C'est ce qu'il croit. Il en est tellement sûr qu'il marche tranquillement dans les rues de Santa Rosalia, sans prendre garde. Le chef de la police locale, qui le reconnaît, n'a qu'à le suivre, s'approcher lentement et saisir son calibre 38. Le redoutable autostoppeur de la mort est arrêté. William Cook est condamné à 300 ans de prison pour le meurtre de la famille Moser, puis rejugé et condamné à mort pour l'assassinat de Robert Dewey. Lors de son procès, William Cook desserre à peine les lèvres, pas d'explication, pas de remords, pas un mot aux familles des victimes, pas davantage d'émotion lorsque la cour le condamne à la peine de mort. Le 12 décembre 1952, dans la cage vitrée de la chambre à gaz de la prison de San Quentin, à 24 ans, l'autostoppeur de la mort trépasse en emportant avec lui le mystère de sa violence.